Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureuse de vous retrouver en ce 17 août. Temps de grâce entre les Jeux olympiques dits normaux et les Jeux paralympiques, excusez-moi. Paris est d'un grand calme. On attend le retour des estivants, mais c'est le moment pendant 24 heures de profiter de Paris et de sa région. Voilà. Et j'ai une pensée émue, évidemment, pour les estivants qui rentrent, puisque il semblerait qu'ils soient obligés de vivre de lourds embouteillages avant de retourner chez eux. Nous allons, je vais vous faire l'introduction, nous allons recevoir en toute première partie, donc pendant 1h30, Valérie Bugeaud, qui intervient par téléphone sur son dernier ouvrage dont je vous ferai la publicité d'ici quelques minutes, La véritable alternative au Great Reset. Et j'ai intitulé cette première partie « Relever la France pour une évolution du droit ». Et vraiment, vous verrez que Valérie Bugeaud continue son travail en fait, de réflexion et de recherche sur les outils pour relever la France et elle suit sa passion qui est le droit. Et elle nous emmène sur des propositions qui sont passionnantes et à comparer aux travaux qu'elle a pu faire d'ailleurs sur la question européenne que vous pouvez retrouver. Et puis de Alain Falinto que vous avez entendu plusieurs fois à propos de son ouvrage « Le Frexit, ça va bien se passer ». En deuxième partie, pour ceux d'entre vous qui sont à cheval sur l'annonce complète du plan d'émission, donc à 19h30, vous entendrez mes complices habituels, Christophe Moreau, qui vous a préparé une actualité économique, impôt 2024-2025, le grand racket va-t-il s'adoucir? Et puis, vous savez qu'il veut bien répondre pour nous au sujet d'actualité. Je lui ai demandé de bien vouloir répondre aux éventuelles questions que vous auriez sur le sujet du blé, puisqu'on a vu passer dans la presse et dans la grande presse des sujets sur la crise du blé en France et les difficultés des producteurs de blé. Et donc, nous ferons écho à une de ces interventions sur le secteur du blé en France d'il y a quelques mois. Et ensuite, en seconde partie, vous entendrez François Lejeune, qui vous tient toujours ses actualités du Grand Est et qui, évidemment, reviendra sur l'actualité ukrainienne avec un titre invasion de la Russie par l'Ukraine. Et là, j'ai fait preuve d'un peu plus de pas suspense, c'est pas le bon mot, chers auditeurs, donnez-moi des idées. Preuve de l'effondrement russe. Et je soupçonne quand même que François nous expliquera que ce qui est expliqué dans la grande presse, que la victoire de l'Ukraine par l'invasion de la Russie n'est pas forcément un indicateur de l'effondrement de la Russie. Revenons donc à cette première partie, relever la France par une évolution du droit. Alors, en première partie, vous entendrez au fil de leurs arrivées dans le studio, François Lejeune, qui est d'ailleurs déjà à côté de moi. Cher François, je vous remercie, je vous prie de m'excuser pour ne pas avoir annoncé tout de suite votre présence. Donc, François Lejeune, que vous pourrez entendre et poser éventuellement quelques questions à Valérie Bugeaud en toute courtoisie, évidemment, pour préciser un petit peu le propos de Valérie. François Lejeune a lu le livre de Valérie Bugeaud, donc il a peut-être une approche un peu différente de la mienne et ses questions seront tout à fait intéressantes. Et Christophe Moreau arrivera peut-être en fin de première partie, donc si vous entendez une autre voix, posez des questions à Valérie Bugeaud. Ce sera Christophe Moreau, chroniqueur habituel de l'émission, et donc Valérie Bugeaud, qui patiente gentiment depuis quelques minutes. Vous êtes avec nous par téléphone. Ah, je vous ai perdu. Donc Valérie Bugeaud, il ne faut pas qu'elle soit inquiète, que Valérie vous soyez inquiète. Les interventions des chroniqueurs ne modifieront pas trop votre intervention. Il s'agit de questions tout à fait facile. Alors, le temps que le technicien remette Valérie Bugeaud dans le studio, je vais vous faire une petite présentation de Valérie. Donc, moi, j'ai découvert Valérie
pour ses travaux publiés avec son co-auteur, Monsieur Rémy, dont j'ai oublié le prénom, mais elle nous le rappellera, du nouvel esprit des lois et de la monnaie, les moyens d'une véritable démocratie. Et je suis Valérie depuis ce moment-là, et donc elle fait un travail elle est docteur en droit, ancien avocat, chercheur indépendant, et elle fait un travail tout à fait passionnant sur les faiblesses de notre droit et les réformes à mettre en place pour soutenir cette plus grande France que nous espérons tant, ce relèvement de la France. Donc, il y a une partie assez experte dans son travail qui est toujours enrichissante et que j'invite les auditeurs à suivre, y compris ceux qui sont comme moi au départ un petit peu réticents à se plonger dans les débats de juristes. Et puis, elle a, dans son dernier ouvrage, donc La véritable alternative au Great Reset, sous-titré Révolu droit, en fait, qui est tout un projet de rénovation et d'évolution de notre droit pour permettre le redressement de la France. Elle rentre dans des propositions un peu plus pratiques. Et donc, il faut lire cet ouvrage de Valérie pour pouvoir penser aussi le relèvement de la France, parce qu'on peut faire 36 débats politiques, mais vous l'entendez bien, les arbitrages passent quand même par des réformes du droit. Vous pouvez vous compléter la lecture du livre, ou si vous êtes trop paresseux pour lire le livre, en entendre l'essentiel sur les différents sites de Valérie Bugeaud, donc Révolu droit, qui est un site entièrement réservé à ce travail sur le renouvellement et l'évolution du droit en France. Et puis son site à elle, valériebugeaud.fr, et puis un site sur lequel elle publie régulièrement, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le sequeurfrancophone.fr, LESAKERFRANCOPHONE.fr, et vous aurez un certain nombre d'articles un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de lire et qui sont tout à fait enrichissants. Est-ce qu'on a retrouvé notre chère Valérie ? Pas de chance. On a pu la voir temporairement et puis elle s'est évaporée. C'est pas grave. Ça me laisse du temps pour vous faire la présentation de cet ouvrage que j'ai vraiment trouvé passionnant. Mais vous allez dire, Anne-Laure Mahler, elle exagère parce que de toute façon, elle dit toujours que ces auteurs qu'elle reçoit sont passionnants. Bah oui, sinon je ne les recevrai pas. Voilà, donc j'invite, j'ai été extrêmement enthousiasmée par le lexique de Valérie Bugeaud qui occupe 25 pages, donc pratiquement un quart de son livre. Non, oui, un peu plus d'un quart, un peu moins d'un quart, parce qu'elle fait une explication extrêmement pédagogique de la structure du droit français, du fonctionnement du droit anglo-saxon, du droit international. Peut-être qu'elle reviendra sur ma présentation. Et je vous avoue que grâce à Valérie, j'ai enfin compris les différentes structures de droit et qu'est-ce que le droit public, pourquoi il y a du droit privé, qu'est-ce que le code civil. Et donc, je trouve que même, tout le lexique devrait être enseigné en éducation civique et devrait être connu de tous les citoyens français. Déjà, pour comprendre, François lève le doigt, donc ça veut dire qu'il veut compléter mon propos. Déjà, pour comprendre, lorsqu'on parle de droit, de quoi parle-t-on ? Et parce que c'est notre sujet, lorsqu'on veut faire des débats politiques et qu'on propose des réformes, de quoi parle-t-on ? Quelle est la remarque que vous vouliez faire, cher François ? Alors, une chose très intéressante sur le livre, chers auditeurs, c'est que ce livre vous parle de droit, mais pas que. Il vous explique aussi vraiment quelque chose, une dépossession de notre droit et une colonisation de notre droit au profit des anglo-saxons. Et ce qui explique le communautarisme et la marchandisation. Et surtout, le fait que les anglo-saxons ont une façon de fonctionner et de tolérer certaines situations
qui pour nous, Français, serait intolérable. Latin, c'est impensable. Il faut vraiment violer les consciences du peuple de France pour qu'il accepte un certain nombre de choses. Tout à fait, parce que les anglo-saxons ont l'art de manœuvrer, d'avoir deux outils qui sont le fusil et le chéquier. Et grâce au fusil et au chéquier, ils arrivent à imposer leurs normes. On le voit assez fréquemment. Et on l'a vu d'ailleurs sur une grande partie du globe. Il faut savoir qu'il y a un oublié du droit que même certains juristes de notre propre milieu ne connaissent pas, c'est la doctrine sociale de l'Église. Très importante puisqu'elle a guidé le droit du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Ce qui est important parce qu'il est toujours oublié. Alors si on écoute des gens comme Mélenchon qui nous expliquent que la France a commencé en 1789, c'est sûr, il n'y avait rien avant. Mais pour nous qui sommes attachés à une identité française, une identité juridique, vraiment ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire la boussole juridique de notre droit, c'est la doctrine sociale de l'Église, qui a été bien sûr codifiée, améliorée, avec une jurisprudence, c'est-à-dire que s'il y a eu des règles du précédent, ça ne part pas de zéro, et surtout que cette doctrine sociale de l'Église, on en a oublié les tenants et les aboutissants et les buts. Et quand on revient à cette doctrine sociale de l'Église, on se rend compte à quel point on a dévié et à quel point on devrait s'y référer pour repartir sur de bons rails. Chers auditeurs, si vous aimez la doctrine sociale de l'Église, je vous conseille l'Institut Léon Armel, qui peut donner des très bonnes formations. Vous avez un site qui est très bien fait, où vous avez l'université de Latran. Alors, si vous connaissez l'italien ou l'anglais, ça peut être un peu plus facile. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de documentation en français sur ça. Et chers auditeurs, surtout ceux qui sont attachés aux valeurs de l'Église catholique, cela pourrait vous donner un certain nombre d'arguments qui sont transmis en règle juridique et qui pourraient être amenés sur le droit et poser des questions à vos chers députés qui partageraient éventuellement, je pense par exemple à certains partis comme le Rassemblement national, nos valeurs et bien sûr notre attachement à l'identité française. Donc ces choses-là sont assez intéressantes à voir et dans ce livre, nous avons vraiment le droit positif français, c'est-à-dire ce qui a été créé, ainsi que son éloignement et la colonisation du modèle de la Compagnie britannique des Indes orientales, qui a été copié, vraiment racheté par les Américains et qui nous a été redonné par le droit européen, par le biais de toutes les normes vraiment, on va dire, hypocrites et non démocratiques du droit européen et du droit communautaire. Parce que, chers auditeurs, nous avons la juridiction du droit européen, c'est-à-dire que ce sont les traités européens que nous avons signés, comme la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'un certain nombre de traités que nous ne pouvons pas dénoncer, ou difficilement dénoncer, mais nous avons aussi la jurisprudence et les règlements et les directives du droit communautaire de l'Union européenne, puisque nous sommes dans l'Union européenne et que nous devons nous y plier. Et que si nous ne nous y plions pas, l'État français doit payer des amendes. Donc, certains souverainistes nous diront, nous ne nous plions pas, et justement, gardons notre souveraineté. Mais cela se fait difficilement. Et je crois que dans cet ouvrage, on nous explique les bases, les choses à bien comprendre, et surtout, nous avons un manuel, on va dire, pour remettre les choses à l'endroit et repartir sur de bons rails en termes juridiques. Ce qui est très important, puisque c'est les institutions quand même qui donnent les rails, même s'il n'y a pas que ça. Vous en avez fait l'expérience avec le livre d'Alain Falintot, puisque Alain Falintot expliquait lors de son intervention comment le droit européen infestait en fait le droit français à tous les niveaux et qu'il fallait très très vite se débarrasser de ce droit européen
il en va de cette pollution en fait par des droits extérieurs, par des apports extérieurs qui empêchent le fonctionnement de nos droits, de tout notre droit français. On ne va pas être sur un sujet extrêmement technique. Valérie Bugeaud va faire un petit rappel des grandes institutions en jeu et des explications qu'elles donnent à leur dysfonctionnement. Et je lui ai demandé de nous accorder vraiment 45 minutes pour nous expliquer comment mettre en œuvre son projet. Concrètement, elle est élue demain, ça n'est pas sa vocation d'être élue, mais elle est élue demain, où des gens qui veulent mettre en œuvre sa réforme sont élus demain. Comment faut-il procéder? Un petit peu sur le modèle d'Alain Falintot. Évidemment, comme toujours, ces idées de réforme sont parfois dérangeantes, même pour nous, parce que nous avons des grilles, des réflexes qui peuvent nous effrayer. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à poser vos questions à Valérie, dont j'espère que nous allons pouvoir la réintroduire dans le studio, puisque pour l'instant, nous n'arrivons pas à la récupérer. Donc, vraiment, se procurer le livre pour pouvoir lire le lexique, c'est-à-dire que désormais, lorsqu'on vous parlera de réforme, quel que soit votre champion en manière de compétition électorale, Rassemblement national, Éric Zemmour, Monsieur Asselineau, avec qui d'ailleurs Valérie Bugeaud a travaillé un temps, ou parce que nous avons des électeurs qui sont extrêmement attachés aux Républicains et qui continuent de soutenir les Républicains, en tout cas certaines personnalités républicaines. Nous avons des électeurs, des auditeurs parfois de gauche, donc quelques mélenchonistes, voire des macronistes. Eh bien, lorsqu'on vous propose des réformes, savoir en fait ce qui se cache derrière ces réformes. Bien souvent, le monde politique ne comprend pas le fonctionnement des droits. C'est-à-dire qu'on fait des propositions qui en fait, dont on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Ensuite, dans cet ouvrage, vous avez donc toute une série d'explications que donne Valérie Bugeaud, tout à fait passionnantes, sur les attaques contre notre système coordonné, en fait, qui vont conduire à la désorganisation du droit et des institutions et à la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que, hormis la parenthèse des Jeux Olympiques, il ne s'agit pas d'être décliniste, mais la France traverse des turbulences depuis 40 ans. On n'en voit pas le bout. Les explications de Valérie Bugeaud jettent une nouvelle lumière, en fait, sur ces perturbations qui sont plus profondes que le débat sur l'immigration, la mondialisation, ou je ne sais pas encore quelles sont les dernières innovations, oui, le wokisme par exemple. J'ai demandé à Valérie Bugeaud de faire cet exercice, de nous présenter. Alors, vous allez entendre une experte, donc effectivement, elle peut rentrer dans des détails un peu techniques, et c'est pour ça que son livre est passionnant, parce qu'elle rentre dans des explications techniques toujours pédagogiques, donc vous pouvez tout comprendre, mais nous allons lui demander de faire un exercice plus politique. Est-ce que François, parce que Valérie est toujours en attente dans le couloir d'attente d'accès à Radio Courtoisie, est-ce que François, vous pouvez dire aux auditeurs, vous, ce qui vous a plu dans cet ouvrage de Valérie Bugeaud? Alors, je vous remercie de me laisser la parole et de me donner mon ressenti. Alors, tout d'abord, ce qui m'a beaucoup plu, c'est, à l'origine, je suis juriste, donc il y a certaines choses qui m'étaient familières. Néanmoins, elle a bien mis en perspective la façon de fonctionner juridique des anglo-saxons et des Français. Ça, c'est quand même assez important. Première base. Deuxième base, nous expliquer que le droit européen est d'origine anglo-saxonne. Chers auditeurs, ne l'oubliez jamais. Contrairement à ce que disent parfois certaines personnes, ce n'est pas forcément le modèle allemand qui domine. C'est le modèle anglo-saxon. C'est le modèle anglo-saxon et il faut savoir comment marche le modèle anglo-saxon. Je n'utiliserai pas les mots anglais ou les anglicismes, mais ça se fait par groupe de pression. C'est-à-dire que les décisions sont prises grâce à des groupes de pression qui sont soit motivés par des communautés
ou du communautarisme, ce qu'on appellera un certain nombre de pressions communautaires, voilà, ou par les puissances d'argent. C'est très important à comprendre puisque les lois faites à Bruxelles ainsi que les décisions soit faites au Luxembourg ou à Bruxelles par les différents juges européens et communautaires sont faites sous pression de lobby. Vous avez des très très bonnes enquêtes qui ont été faites et qui montrent la pénétration, par exemple, de lobbies islamistes ou de grandes entreprises. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. La deuxième chose, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le constat. Le constat de qu'est-ce qui nous englue et quelle est notre maladie. Pour lutter contre une maladie, souvent, il faut la comprendre ce qui nous arrive. Ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont techniques, mais néanmoins, en quelques dizaines de pages, c'est assez bien résumé. Et ça donne une trousse à outils pour pouvoir mettre des mots et même des schémas sur des choses qui nous engluent, qui engluent notre nation. Et la dernière chose, c'est les solutions. Alors, ça peut paraître un peu nouvelle révolution et nouvelle constitution avec des choses qui pourraient mal se passer, mais néanmoins, tout est bien décrit, une étape après les autres. Et donc, ça m'a beaucoup plu, et je remercie Valérie Burgot de nous avoir écrit ce livre, et justement de pouvoir nous faire ses commentaires. Alors, ça y est, Valérie Burgot est sortie de son tunnel d'attente, donc nous allons pouvoir l'entendre. Chère Valérie, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Oui, je suis en ligne. Je n'ai pas entendu ce qui s'est passé avant. Mais alors, on a fait une Bonsoir Valérie. Alors, ne vous inquiétez pas, vous entendrez intervenir François Lejeune, qui est mon chroniqueur habituel et qui a lu votre bouquin. Donc, il a des questions à poser et nous venons de partager notre joie à avoir lu votre ouvrage. Et puis, vous entendrez peut-être en fin d'émission Christophe Moreau, qui, pareil, est chroniqueur et pourrait avoir des questions à vous poser. Donc, on a pris le temps de bien présenter votre ouvrage. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent se procurer votre livre « La véritable alternative au Great Reset » vers un renouveau de l'État avec Révolu Droit, qui est en fait votre projet de rénovation et d'évolution du droit français pour permettre un relèvement de la France. Ce livre est paru aux éditions Sigest, qui a toujours un catalogue tout à fait passionnant, en avril 2024. Et je disais aux auditeurs que pour creuser, s'ils sont trop paresseux pour lire votre livre, ils peuvent retrouver des interventions que vous avez diffusées sur votre site internet Révolu Droit en rapport avec ce travail pour essayer d'extraire en fait l'essentiel, en tout cas le plus facile de votre ouvrage. Donc, nous avons un petit peu présenté l'ensemble de l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous accorder un petit peu de temps ? Donc, c'est en rapport, j'ai déjà expliqué aux auditeurs que par votre travail, on comprend que les turbulences que traverse notre pays depuis 40 ans s'expliquent par des mécanismes beaucoup plus profonds qui sont les mécanismes juridiques que la simple, la très populaire expression de vague migratoire ou le wokisme ou la mondialisation. C'est-à-dire que le point commun entre ces différents sujets, c'est quand même une faiblesse du droit français et une faiblesse dont vous montrez qu'elle n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit de renoncement, voire d'attaques régulières contre nos systèmes français. Est-ce que vous pouvez revenir pour les auditeurs sur un petit peu une initiation à la structure de l'État français tel que nous le connaissons aujourd'hui, et puis expliquer aux auditeurs en quoi cette structure des institutions françaises déjà est dévoyée, c'est-à-dire que les noms qui sont donnés ne correspondent pas à la fonction réelle en matière de droit juste qu'elle devrait occuper et au pouvoir réel qu'elle devrait avoir. Et puis, assez vite, expliquer aux auditeurs comment on pourrait mettre en œuvre votre projet de rénovation du droit, parce que, comme je vous le disais hors antenne,
Quand on parle de rénovation du droit, ça fait paniquer en général tout le monde. Ceux qui comprennent pas le droit se disent bah, déjà que j'y comprends pas, mais j'y comprends rien. Si ils nous refont une réforme, je vais être complètement perdu. Et ceux qui sont passionnés de droit ont peur de l'inconnu. Donc le point commun, c'est l'inconnu. Et donc vous faites une proposition qui gagne à être reconnue et travailler publiquement pour que, comme la question de la souveraineté de la France vis-à-vis de l'Union européenne, elle devienne un sujet de débat public et général. Voilà. Oui, bah, merci beaucoup Anne-Laure pour avoir fait ce résumé assez clair. En effet, ce qu'il faut comprendre, enfin, nos institutions actuelles, je ne les résume pas dans le fait de dire c'est la Cinquième République. Mmh. Absolument pas. Mmh. Nos institutions actuelles, il y a d'abord il faut comprendre que historiquement, il y a une grosse différence entre l'apparence et la réalité. Et nos institutions actuelles sont en réalité un emprunt euh, au système britannique, puisque le parlementarisme représentatif est fondamentalement une institution britannique. Et ça, trop peu de gens le savent et trop peu de gens comprennent les enjeux qui sont derrière. C'est qu'en réalité, les institutions que nous avons, au-delà de la terminologie de république, c'est en réalité des institutions qui fonctionnent sur le modèle du parlementarisme dit représentatif, et ce modèle-là est entièrement inféodé à la haute finance. Pourquoi? Parce que en réalité, derrière ce modèle-là, il y a la force du capitalisme, et derrière le capitalisme, il y a la force de la banque. Donc, en réalité, quand on parle de République, on ne dit rien. Là, quand on dit ça, on parle de Cinquième République, on n'explique pas la quintessence de ce régime profond qui, dans d'autres régimes, s'appelle monarchie ou dans d'autres régimes prend la forme d'une... Chez nous, c'est un État unitaire, mais chez d'autres, c'est un État qui est fédéral. Mmh. Mais en réalité, tous ces États, quel que soit leur nom, quelle que soit leur forme apparente, à partir du moment où ils sont régis par le parlementarisme dit représentatif assis sur les partis politiques et sur une fausse séparation des pouvoirs, comme je vous l'expliquerai, comme je l'ai déjà très souvent expliqué, eh bien, le rapport de force en jeu, c'est celui du capitalisme, et ce capitalisme, il est aux mains des banquiers. Donc, des banquiers in fine, hein, évidemment. Entre-temps, il y a tous les lobbies, il y a toutes Mmh. les multinationales, etc. Mais la tête directrice de tout ce système économique, c'est effectivement la haute banque. Donc, Euh, quand je parle de haute banque, je ne parle pas évidemment de la petite agence de quartier, vous comprenez bien. oui, Je oui, parle des gens qui oui, des ont structures développé le bancaires. système, Mmh. la haute banque coalisée depuis le XVIe siècle, XVIIe siècle, et qui n'a fait que renforcer son pouvoir en mettant la main justement sur les institutions politiques. Mmh. Alors, récemment, on a eu comment dire, des crises, on parle toujours de crise, soit de crise du capitalisme, mais on n'a jamais parlé de crise des institutions. Mais les crises des institutions, c'est permanent. La Troisième République était un système hyper corrompu, la quatrième très instable, la cinquième aujourd'hui n'existe plus depuis longtemps parce que si on avait donné un nom différent à chaque réforme structurelle de la Constitution, on en serait déjà à la septième ou la huitième Constitution. Donc parlons pas de la Cinquième République. La Cinquième République, de facto, elle n'existe plus depuis déjà un très long moment. Donc, en dehors de ça, nous avons eu des crises récentes qui ont été d'abord, évidemment, l'intrusion du système de l'Union européenne, l'accélératesse du traité de Lisbonne qui a été permise par justement ce parlementarisme dit représentatif qui, à l'évidence, s'est mis aux yeux de tous disons que l'intégration du traité de Lisbonne a montré aux yeux de tous que le parlementarisme représentatif était une imposture en Oui, soi, là, c'est puisque sûr qu'en les 2005, on pouvait représentants du plus. peuple, Oui, oui. voilà, donc c'est devenu évident aux yeux de tous, mais Mmh. ça l'était depuis toujours, puisque derrière le parlementarisme représentatif, il y a des partis politiques, et les partis politiques ont pour rôle de cristalliser les débats, tous les débats publics, c'est-à-dire toutes les contradictions qui traversent nécessairement une société, en les cristallisant autour de débats idéologiques.
Donc, les partis politiques ont pour objet de contrôler les débats publics en cristallisant autour d'idéologies. Donc, c'est le système lui-même qui est conçu comme ça. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Vous Donc, on a dites... eu cette crise du Oui. Lisbonne. Ensuite, on a eu, bien sûr, toutes les dérives du droit public et constitutionnelles qui n'ont pas d'ailleurs dit leur nom. J'attends encore que les grands constitutionnalistes se dressent contre tout ce qu'on a avalé pendant la période de l'hystérie covidique, y compris la mise entre parenthèses carrément du gouvernement. Donc, enfin, tout ça n'est qu'une manifestation externe et qui montre que nous sommes au fond, à l'issue de cette superstructure, nous sommes au moment final de la capacité hégémonique de cette superstructure qui fonctionne via la captation des institutions au profit des intérêts privés de la haute finance. Et je signale au passage que c'est un système qui s'est imposé dans le monde, quasiment dans le monde entier. Donc le parlementarisme, il faut me montrer quel pays ne fonctionne pas sur ce modèle-là. Donc C'est ce la fut question que j'allais vraiment un vous système poser. hégémonique. Est-ce qu'il Absolument. existe Donc des c'est un pays... système qui à ma connaissance, non. Mais de toute façon, même l'Iran fonctionne avec un parlement et des partis politiques. Donc non, à ma connaissance, il n'y a pas d'exemple qui fonctionne autrement qu'avec un parlement. Donc ce parlement, c'est l'explosion, comment dirais-je, l'imposition hégémonique d'un modèle. Et ce modèle, c'est le modèle britannique qui est construit sur le modèle des clubs, de l'entre-soi et de l'hégémonie financière, en réalité. Et le fondement de ces régimes politiques, c'est le capitalisme. Mais le capitalisme, encore une fois, je l'ai déjà dit, aurait pu prendre une autre forme. Là, il s'agit d'une forme très particulière du capitalisme. C'est un capitalisme de prédation tel qu'il s'est développé au moment de l'Empire britannique par notamment la Compagnie des Indes. La BEI, c'est la Compagnie des Indes britannique. Je- Donc, il faut bien comprendre que nous sommes dans un modèle. Ce Hmm, modèle est en train de se fissurer de tous les hmm, côtés. En fait, hmm, il ne hmm. tient plus. Pourquoi? Parce que l'apparence publique ne fait plus illusion. Voilà. Oui, Ils sont c'est-à-dire que arrivés à un moment tellement le mensonge puissant arrive à qu'ils son peuvent... terme. Bah oui, voilà. Hmm. Le mensonge arrive à son terme et eux-mêmes accélèrent ce terme parce qu'ils veulent maintenant gouverner disons, sans faire plus aucune concession. Alors que ce modèle capitaliste, via le parlementarisme, nécessitait de faire quand même des petites concessions, De de faire garder semblant. certaines apparences, Hmm. de faire semblant, et surtout de garder une apparence de la démocratie reposait sur l'apparence d'opposition idéologique entre des partis qui étaient eux-mêmes contrôlés par la haute finance. Donc, mais maintenant, disons que ils commencent à être contestés à l'international par un autre modèle qui est un autre modèle économique. Disons, c'est un modèle économique qui est aussi fondé sur le commerce, mais qui n'intègre pas les mêmes particularismes ethniques, je ne sais pas comment dire, ethnologiques, Hmm. en tout cas qui ne sont pas fondés sur le modèle anglo-saxon, mais sur un modèle impérialiste plutôt interne, plutôt auto-centré, qui est celui de la Chine. Donc, à partir du moment où ce modèle hégémonique mondial est contesté de l'intérieur, il est en train d'être soumis et de montrer, de faire éclater au grand jour, en fait, toutes les dissonances qu'il contenait, sans que ces dissonances ne soient compréhensibles pour nous avant. Elles Hmm. étaient cachées. Oui, Alors que sauf quelques esprits un peu chafouins ou critiques qui voyaient bien, qui pointaient les dysfonctionnements, notamment ceux qui sont férus de doctrine sociale, comme le rappelait François Lejeune tout à l'heure, qui avait été initié aux travaux de gens comme Léon Harmel ou qui ont médité sur saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, voilà, pouvaient percevoir absolument, le- absolument. la Mais ces dérive. gens-là sont de Mais... plus en plus.
Mm. de plus en plus rare. Et Mm. je dois dire, j'insiste aussi sur le fait que l'Église elle-même a abandonné ses Oui, propres on est bien modèles. d'accord. Mm. Mm. Donc, Alors, du coup, je vous interromps un peu. J'ai bien, en lisant votre livre, on comprend bien en fait cette bascule de modèle. Et le fait que vous parliez du modèle chinois est intéressant parce que je voulais, moi, je me disais, mais en fait, la monarchie française fonctionnait pas si mal que ça, puisque d'ailleurs nous avons pu concurrencer les Anglais en matière d'économie internationale. Vous insistez dans votre ouvrage sur un thème que je partage avec les auditeurs parce qu'il permet bien de comprendre la différence entre ce fonctionnement du droit anglo-saxon et du droit français, peut-être même latin, vous préciserez, et les débats qui ont cours aujourd'hui sur l'extraterritorialité du droit américain. Vous donnez le cas de ces fameuses compagnies qui étaient destinées à établir des comptoirs. Et vous rappelez que la Compagnie des Indes britannique, les commerçants, je l'exprime en termes un peu frustres, vous pourrez éventuellement préciser s'il y a une erreur, les commerçants qui se présentaient par exemple pour ouvrir un comptoir en Afrique au nom du roi d'Angleterre, était le roi d'Angleterre. Et à partir du moment où le comptoir était ouvert, leur travail était d'imposer la loi anglaise sur l'ensemble du territoire pour le bénéfice du commerce, quitte à détruire en fait les institutions locales. En France, nous avons, avec Colbert, monté des structures concurrentes. Simplement, les commerçants français qui ouvraient des comptoirs en Afrique étaient délégués du roi et leur action était réservée aux sujets commerciaux et ils devaient rendre compte au roi de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que le roi de France restait supérieur aux commerçants. Ils avaient un mandat limité. Et donc la loi française n'avait pas pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des territoires où nous installions des comptoirs. Est-ce que j'ai bien oui, compris oui, le... c'est tout à fait ça, Anne-Laure. Je vais juste préciser la chose suivante, c'est que effectivement, vous l'avez bien dit, les comptoirs britanniques étaient une excroissance de l'Empire britannique lui-même. Alors qu'en France, c'est le roi de France, garant de l'intérêt général, qui envoyait des commerçants. Et Hum, donc les comptoirs étaient réservés au commerce et non pas à imposer un modèle de société? formatage social. Exactement. Et donc Et ça, c'est toute la on- différence. on Et, retrouve et cette, bien cette mécanique aujourd'hui lorsque vous avez l'hégémonie américaine qui s'installe et sous couvert de doux commerce, on impose des valeurs occidentales. Et là, j'en reviens au fameux modèle chinois qui inquiète, mais qui est intéressant parce que les Chinois, ce qui les intéresse, c'est le commerce et ils ne cherchent pas à étendre la philosophie de Confucius ou la maîtrise du mandarin à l'ensemble du monde. Absolument, c'est vrai. Et Mm. d'autre part, je précise que cette différence de compréhension du commerce entre historiquement ce qu'était la France, parce qu'aujourd'hui elle n'existe plus, cette France-là, Mm, il faut être mm. bien clair, et l'Angleterre a été particulièrement évidente au moment, par exemple, au Québec. Parce qu'au Québec, justement, les commerçants français se sont assez volontiers mélangés avec les tribus indiennes locales, ce que n'ont pas fait les Anglais. Et donc aujourd'hui, on a des descendants de certaines tribus qui sont blancs et qui Mm. sont, mais en gardant les valeurs ancestrales de la tribu, en étant fiers Une de forme descendants de d'assimilation. ces Mm, tribus. mm. Exactement. Le modèle français permettait une certaine assimilation sans renier Les le, identités le- le- locales. modèle de civilisation Mm. et les identités locales, ce que n'a jamais permis l'impérialisme britannique, Alors, qui était un impérialisme financier, il faut bien le dire. C'est pas le commerce en tant que commerce pour développer le commerce, c'est le commerce pour développer une emprise au bénéfice
non pas de l'intérêt général, mais des intérêts Des particuliers de la haute commerçants. finance. François Lejeune a une Des question. commerçants tenus par la haute finance. Oui, François Lejeune a une question à vous poser. Alors, moi, ce que vous avez dit sur le Québec est particulièrement intéressant, puisque je connais un peu le Canada et j'ai déjà vu plusieurs fois des réserves, enfin, des endroits où il y a des Hurons. Les Hurons, c'est une population d'Indiens qui était pro-française. Donc, comme vous le dites, la majorité des Hurons sont très mélangés et vous voyez des gens qui sont blonds aux yeux bleus et qui possèdent des noms comme Pelletier, Trépanier, Moreau, Durand. Ça, c'est très important à voir, alors que les Mohawks, qui sont les Iroquois, il y a plusieurs types de Mohawks, mais vous avez des Iroquois, par contre, eux, sont beaucoup plus communautarisés et beaucoup moins, on va dire, empreints de valeurs chrétiennes. Et c'est quelque chose de très intéressant auquel vous avez dit, c'est que en fait, il faut comprendre que les colonisateurs français, ils étaient adossés à l'Église catholique. Et ils avaient pour mission de évangéliser les indigènes et surtout de s'en faire des amis. Alors que les Britanniques, ils voulaient s'en faire juste des alliés. Des esclaves, voire. Des alliés, des esclaves. Ce qui fait que, par exemple, les Mohawks... Ils ont voulu surtout les remplacer. Oui, mais dans un premier temps, ils laissaient les Mohawks, les Iroquois, faire un certain nombre de barbaries, du moment qu'ils combattaient les Français. Effectivement, parce que les Iroquois, historiquement, c'est une tribu indienne particulièrement agressive. Oui. Ce n'est pas toutes les tribus indiennes. Et justement, ils se sont adossés à ces gens-là pour ensuite tenir en respect les autres tribus. Les autres tribus qui... Et ça, c'est ce qu'ils ont toujours fait, y compris dans le commerce. C'est comme ça qu'ils se sont adossés à Rockefeller, le premier du nom, qui était un psychopathe fini. Et sur qui ils ont beaucoup misé, effectivement, puisque tous les psychopathes du monde sont leurs alliés naturels, en quelque sorte. Alors, je dois vous interroger. Il nous reste, si je ne me trompe pas, 45 minutes pour la première partie. Donc, on s'est promis que vous auriez 40 minutes pour exposer votre projet. Le grand public se dit oui, mais le Parlement, c'est quand même quelque chose d'important. C'est lui qui édite les lois. Et puis, lorsque il y a un problème, il faut bien qu'il y ait une séparation des pouvoirs avec un grand chef qui est ce président et qui peut d'ailleurs s'assurer que le Parlement travaille correctement et peut-être éventuellement défendre l'intérêt général du pays. Et puis, on compte quand même sur la justice, en fait, pour faire la justice, j'aurais tendance, les services de justice et de police pour faire appliquer la loi. Et puis, si nous avons affaire à des parlementaires qui ne respectent pas la loi démocratique ou, pire que ça, qui commettent des délits, nous comptons sur l'indépendance de la justice pour faire appliquer la loi, y compris sur les épaules de ceux qui prétendent s'en extraire. Et bon, vous nous indiquez que déjà les parlements sont relativement fantoches parce que en réalité, pour être élu, il faut être adossé à un parti qui lui-même a besoin d'être adossé à des institutions financières ou des systèmes financiers. Mais quid du président dont on pense quand même que dans la Ve République, il est très puissant, donc il peut contrer les dérives du Parlement, et de cette fameuse justice dont on nous promet depuis Montaigne que ce qui fait la force de l'État moderne, c'est la séparation des pouvoirs, alors que notre roi qui avait tous les pouvoirs et n'était simplement qu'un tyran hors de contrôle. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette notion de séparation des pouvoirs que vous abordez dans d'autres livres, mais qui est très important pour comprendre le vice et la dérive de nos institutions, mais qu'il s'agisse d'ailleurs de constitution républicaine ou d'une monarchie parlementaire. Oui, alors déjà la séparation des pouvoirs a été théorisée par Montesquieu. Pardonnez-moi, oui, vous avez raison de corriger. C'est un détail formel, mais le sujet n'est pas là. Montesquieu a théorisé cette séparation des pouvoirs dans un cadre monarchique et donc dans un contexte qui n'était pas du tout celui des partis politiques.
l'interprétation de la théorie de Montesquieu dans le cadre du nouveau régime doté d'un parlement dit représentatif et de partis politiques prend une coloration d'imposture et finalement revient à mettre en œuvre exactement l'inverse de ce que disait Montesquieu. Pourquoi? Parce que déjà, alors on parle de législatif, traditionnellement législatif, exécutif et judiciaire. Alors, pour l'exécutif, nous, depuis 1962, on a un exécutif bicéphale. Pourquoi? Parce que De Gaulle a très justement voulu réinitialiser la notion de chef d'État en le rendant indépendant des partis politiques et en le faisant élire au suffrage universel direct, ce qui n'était pas le cas dans la Constitution de 58, rappelons-le. Donc aujourd'hui, on a un exécutif bicéphale dans lequel le chef pourrait effectivement garder, aurait pu, mais encore faut-il qu'il soit vertueux, considérer son rôle de chef. Et le rôle d'un chef, c'est d'être un arbitre, en fait. Un chef n'a aucun autre rôle que celui d'être un arbitre. Or, aujourd'hui, comme on a un exécutif bicéphale, vous savez que les affaires courantes, enfin les affaires sont réglées par le gouvernement, et le gouvernement est lui-même une émanation du parti vainqueur aux élections. Donc, fonctionnellement, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif, je parle du gouvernement, est une émanation du pouvoir législatif dans le sens où ce sont les partis vainqueurs aux élections qui envoient leurs émissaires au pouvoir exécutif. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il faut quand même le comprendre. C'est une imposture depuis le départ, cette histoire-là. Et d'autre part, parlons même pas du prétendu pouvoir judiciaire, qui tout le monde s'accorde pour désigner pudiquement du terme d'autorité juridictionnelle, parce que le pouvoir judiciaire, c'est quoi que ce soit le siège ou le parquet, la tête de ces deux institutions-là, c'est le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur. Et donc, ces ministres-là forment le gouvernement. Donc, en fait, le prétendu autorité judiciaire fait partie intégrante du gouvernement. Donc, comment voulez-vous considérer que c'est indépendant? Puisque ça en est la substance même. Donc, en fait, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Fonctionnellement, nous sommes dans le régime du modèle britannique qui a été initié par la Magna Carta avec le Conseil des barons. Et c'est une émancipation du pouvoir financier par rapport à l'intérêt général qui était représenté par le roi d'Angleterre. Donc, c'est assez simple. En fait, c'est même tout à fait simple. Il n'y a pas de... Non, mais c'est très simple. Simplement, ce qui se passe, c'est que vos travaux vont tellement à l'encontre de ce que le citoyen entend depuis qu'il est au berceau sur la démocratie, la séparation des pouvoirs, les institutions, les élections, que en fait, il faut que vous nous aidiez, et c'est le travail que vous faites depuis des années, mais c'est l'objet des questions que je vous pose, que vous permettiez au grand public de comprendre l'espèce d'illusion dans laquelle il vit depuis au moins sa naissance et en matière d'histoire depuis en fait la Révolution française. Vous datez cette dérive de nos institutions de quand Révolution française ou un petit peu avant? Évidemment, puisque moi, la dérive, elle est très claire. Elle date, le moment où nous avons abandonné notre histoire institutionnelle, ça date du moment où nous avons intégré le concept de parlementarisme représentatif, prétendument représentatif. Et effectivement, c'est corrélé avec la Révolution française. Parce que les premiers parlements ont été inaugurés sous la Révolution française, par et pour la Révolution française. Et de la même façon que l'ancêtre des partis politiques aujourd'hui, c'était les clubs des Jacobins, des Girondins et compagnie. Donc l'histoire, les partis politiques d'aujourd'hui, en fait, ce sont les clubs. Les Bien. clubs révolutionnaires. François, vous avez Donc, une tout minute. Ça, ce sont des institutions britanniques. Il faut bien insister là-dessus. Pour distraire Valérie, parce que je tiens à ce qu'elle ait 40 minutes pour nous faire marcher dans son projet. Alors, moi, ma question, elle est simple. Est-ce que le déclin de nos institutions françaises n'est pas antérieur? Mais quand on a fait rentrer le loup dans la bergerie, en faisant le système financier britannique dans justement nos institutions. Donc je pense à un certain banquier anglais qui a convaincu la Régence de passer à la monnaie de papier. Et il y avait déjà des soubresauts dans les systèmes. Antérieurs, oui, à la Révolution. À la Révolution. Oui, alors,
il faut bien comprendre, c'est que la révolution industrielle a eu lieu en premier lieu en Grande-Bretagne, hein, en Angleterre, pour la bonne raison que, effectivement, elle a été portée par ce commerce maritime international dont la Compagnie des Indes britanniques a été un des fleurons, et que, comme ce modèle a tellement bien marché en Angleterre, le roi de France, la monarchie française, n'a eu de cesse que de vouloir concurrencer Limité. celle-là. Ok. Donc, il est évident que tout ça est lié et que nous sommes victimes de nous-mêmes. On est bien d'accord là-dessus. Au départ, ça n'a pas été eux qui nous l'ont imposé, c'est nous qui avons voulu les concurrencer. Pour les concurrencer, on a commis l'erreur majeure, et ça, c'est une erreur dont l'histoire, enfin, qui est une erreur systémique que l'histoire relève, c'est que nous avons utilisé les mêmes armes qu'eux. Mm. Or, on ne peut pas combattre un ennemi en utilisant le terrain qu'il a choisi, les armes qu'il a élaborées et l'heure pour laquelle il a décidé qu'il fallait qu'on se batte. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons commis erreur sur erreur en pensant concurrencer et déployer un modèle alternatif. Il n'y a pas de modèle alternatif dans la mesure où on utilise leurs armes. Posture que Et nous leurs armes, reproduisons. c'était la finance, effectivement. Louis XIV, il a créé le premier paradis fiscal parce que vous comprenez bien que la Suisse, en fait, a été créée par Louis XIV pour mettre à l'abri une partie de l'or qui ramenait des colonies américaines. Donc, tout a été comme ça. Napoléon, qui a prétendu aussi lutter efficacement contre eux, n'a rien trouvé de mieux à faire que de créer une banque centrale, dont il était effectivement le premier principal actionnaire. Mais lui, il est mort et la banque centrale est restée. Donc, en fait, on ne peut pas lutter contre un adversaire en utilisant les armes que lui-même a développées. Élaborées. Élaborées parce qu'il est beaucoup plus pertinent que nous, il sait beaucoup mieux les utiliser et ça tourne toujours à son avantage. Donc, nous avons commis de graves erreurs, y compris la création du code de commerce, qui a été le premier code d'exception, le premier droit d'exception, alors que nous avions un droit civil qui était un droit commun, donc de nature civile et non pas commerciale. Mais aujourd'hui, le droit commun, c'est le droit commercial. Donc, c'est vraiment le modèle britannique qui est à la fin de son développement, de son excroissance, si je puis dire. Et aujourd'hui, on doit réinventer un modèle qui soit vraiment un modèle fiable. Propre. Et pour réinventer ce modèle, qu'y a-t-il de mieux à faire que de reprendre le cours historique de nos institutions traditionnelles? C'est la raison pour laquelle j'ai développé tout le modèle que j'appelle de groupement d'intérêt, qui est, disons, très fortement inspiré des corporations d'Ancien Régime, mais élargi à toutes les activités humaines et non pas réservé au simple artisanat et au commerce, justement. Alors, nous allons passer dans la partie concrète, ma chère Valérie, et les auditeurs de Radio Courtoisie doivent m'excuser. S'ils veulent rentrer dans les détails de vos explications qui sont tout à fait passionnantes, ils doivent se procurer absolument votre livre « La véritable alternative du Great Reset », paru chez les excellentes éditions Sigest. Je rappelle qu'ils peuvent se procurer, alors sur le site de Sigest, vous aurez le bonheur de découvrir leur catalogue absolument passionnant, mais je crois que vous ne pouvez pas commander. Donc, il faut se rapprocher des librairies amies, dont je vous rappelle les références, la librairie française que vous pouvez appeler pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec Internet au 01 83 62 98 12. Vous pouvez les visiter au 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement, près du métro Duplex, l'école militaire. Vous avez aussi nos amis de la librairie Vincent, auprès de qui vous pouvez commander par téléphone en appelant l'après-midi au 01 42 03 48 58. Ils sont aussi près de l'école militaire, plutôt sur le métro 8, et ils sont 115 avenue de la Bourdonnais. Mon chouchou, je l'avoue publiquement, la librairie des Deux Cités, pilotée par Sylvain Durin, que vous pouvez appeler au 06 58 62 33 48. C'est pour les auditeurs qui ont la chance d'être dans le Grand Est, à proximité de Nancy. Ils vous font une livraison. Et puis enfin, la nouvelle librairie, rue de Médicis, dans le 6e à Paris, au 01 42 01 83 73.
Voilà, vous noterez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que je ne donne que les numéros de téléphone pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec Internet. Les autres, vous tapez le nom des librairies et vous avez toutes les informations en ligne. Donc, il faut lire cet ouvrage parce qu'évidemment, le temps que j'accorde à Valérie, même si on s'est promis une deuxième émission, est très bref et donc un peu superficiel. Là, ma chère Valérie, vous êtes élue ou des personnes qui veulent mettre en œuvre votre projet de renouvellement, de relèvement du droit en France. Comment procède-t-on? Voilà, parce que évidemment, si on propose une révolution du droit, le mot révolution va affoler tout le monde, les élites, le quidam moyen, les entrepreneurs. Donc on est bien sur un révolu droit, c'est pas révolution. C'est renouvellement, évolution du droit. Que fait-on? Voilà, on est élu, que mettons en place? Eh bien, là, merci beaucoup Anne-Laure d'avoir déjà replacé le terme révolu droit parce qu'effectivement c'est un terme que j'utilise et que j'ai institutionnalisé en quelque sorte parce que ça sonne bien, mais il ne s'agit pas de révolution, il s'agit de renouveau et de évolution. Renouveau, évolution, ça fait révolu droit et évolution du droit, évidemment. Et qu'est-ce qu'on met en œuvre? Eh bien, ça, c'est le modèle que je propose, hein, que j'ai développé. Ce modèle tourne autour de concepts très simples comme la subsidiarité qui se généralisait, mais le principe de subsidiarité, non pas tel qu'il est compris par les institutions européennes, vous l'aurez bien compris, qui inverse tout, mais comme il a été développé par la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire que les décisions se prennent au niveau où elles ont besoin d'être prises, sans avoir besoin d'en référer au-dessus. Il y a une déconcentration des centres de décision avec l'instauration de groupements d'intérêts, qui sont en fait des corporations de l'Ancien Régime, mais sous une modalité sociale beaucoup plus large que le simple commerce et artisanat. Et puis, donc, un renouveau territorial avec des communes qui redeviennent des centres de décision, des centres de vie publics, c'est-à-dire politiques, actifs. Donc, les centres de décision sont complètement éclatés entre, d'une part, les groupements d'intérêt, les collectifs citoyens qui sont en fait la renaissance des communes, et puis avec un gouvernement central qui n'est chargé que des communs, de la gestion des communs, ce qu'on appelait les communs. Alors les communs aujourd'hui, c'est pas le four banal, hein. Les communs aujourd'hui, c'est l'énergie qui est nécessaire à tout le monde, c'est les réseaux routiers, autoroutiers, les réseaux de transport maritime, les réseaux de transport aérien. Tout ça sont des biens communs qui doivent être gérés au niveau national. Donc, ça justifie qu'un gouvernement s'occupe de ça. De la même façon, la langue française qui doit être à nouveau retravaillée nécessite d'être gérée au niveau national. Le droit, effectivement, à nouveau doit être réhabilité et sera un droit national, donc géré au niveau national. La justice, qui est partiellement délégué au groupement d'intérêt, mais avec des possibilités de recours auprès de recours nationaux, donc avec un système d'appel et de cassation. Et puis, in fine, en dernier recours, j'instaure un système d'équité parce que j'estime que dans le meilleur système possible, appliquer le mieux possible avec les gens les plus compétents et les plus honnêtes possibles, on peut toujours avoir des décisions qui sont très inéquitables parce que la variété de la vie est Oui, hors de portée l'imagination humaine est infinie. Non, non, c'est même pas l'imagination humaine, c'est l'imagination humaine est finie par rapport au nombre de variétés de possibilités qui peuvent Hum, se hum, trouver dans des cas d'interaction humaine. hum. Donc, il faut rester modeste et dire que dans les cas les plus inéquitables, il faut pouvoir prévoir des juges qui jugent uniquement sur le cas d'espèce, sans aucun recours à aucun registre, c'est-à-dire sans que les décisions soient euh, collecter et fasse jurisprudence. Voilà, parce qu'il faut être Oui, absolument libre on de la juge un cas décision. particulier qui ne modifiera pas le droit.
On juge un cas particulier dans un contexte Mm, particulier mm. qui ne peut Une pas jamais exception. se reproduire à l'identique. Donc, Une il faut être exception qui ne parfaitement. peut pas faire le droit. Voilà. Alors, vous avez utilisé beaucoup de mots qui sont évidents pour vous, mais lorsqu'on n'a pas lu votre ouvrage et qu'on entend notre discussion, subsidiarité, vous dites je rétablis la subsidiarité, mais ça c'est très conceptuel. Alors par contre, j'arrive à me raccrocher au collectif citoyen. Donc collectif, ça peut faire peur. En fait, c'est les anciennes corporations. Donc c'est des Non, 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 systèmes non, non, d'association par métier. non, Comment non, ça non, 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 fonctionne? non. Ça, c'est les groupements d'intérêt. Les collectifs citoyens, c'est en Ah, fait des gens qui habitent une commune qui se mettent ensemble pour discuter des problèmes de la commune d'accord. et en référer au maire. Donc, il y a la Donc réforme que je c'est l'échelon propose local. a deux jambes. Elle a un échelon local et Mm. un échelon thématique par type d'activité. Donc, D'accord, l'équivalent des corporations d'Ancien Régime, ce sont les groupements d'intérêt. d'accord. Et les collectifs citoyens, c'est la rénovation de la vie municipale, en fait, D'accord, des donc communes. votre proposition, elle va très loin, on ne rentrera pas dans les détails, mais même sur l'organisation de la vie locale, de la vie, de la démocratie locale et du Je contrôle demande de à la être démocratie locale. absolument, parce Mm, qu'aujourd'hui, la démocratie locale a perdu tout pouvoir décisionnel. mm. Donc, il s'agit de réhabiliter le pouvoir décisionnel au niveau local en réinvestissant les gens qui habitent dans une commune aux intérêts qui sont ceux de la commune, c'est-à-dire aux problèmes propres à la commune, aux ambitions propres à la commune, aux volontés de développement propres à la commune et aux besoins des gens qui habitent cette commune. Et Donc, est-ce que pour comprendre un peu les mécanismes qui sont à l'œuvre, on a votre ouvrage, mais pour vous positionner, on est un petit peu sur les mêmes positions que quelqu'un comme Étienne Chouard, hein, qui promeut vraiment la Étienne démocratie. Chouard n'a pas élaboré un renouveau institutionnel organique et fonctionnel. Lui, il propose des méthodes pour réhabiliter comment dirais-je, la démocratie directe, ce qui est tout à fait valable, et ce qui est absolument pas incompatible du tout, et au contraire, même complémentaire avec ce que je propose, puisque tous les outils qu'il a proposés sont applicables dans le cadre des groupements d'intérêt ou des collectifs citoyens. Oui, Pour prendre une particulièrement la décision, démocratie locale, oui, tout à fait. absolument, Mm, pour prendre les décisions, on peut très bien, chaque mm, commune peut décider de faire selon ce que Étienne Chouard propose, mm. tirage au sort ou autre. Mais je n'impose rien. En fait, mon modèle est un modèle structurel global. Mm. Il n'impose pas le détail du fonctionnement intérieur. En revanche, il rend cohérent, en fait, tous les organes, le fonctionnement des organes, des différents organes entre eux. D'accord, mais moi je vous Euh, taquine un petit peu parce que certes vous n'imposez rien, mais il y a des rapports de force dans la société et en fait ce lorsque que vous voulez, ce que vous, j'impose, c'est que ces rapports de force soient à nouveau rendus politiques, c'est-à-dire que chaque intérêt mérite d'avoir une représentation politique et mm, ces intérêts se confrontent. Mais la vie, c'est la confrontation, en fait. Il n'y a oui, pas de vie là-dessus. dans le consensus. Oui, Le consensus, le c'est la rêve mort. d'une société sans conflit, ça s'appelle une chimère. Alors, on a compris. Au niveau local, ça c'est compréhensible parce qu'on voit déjà, on constate certains dysfonctionnements au niveau municipal. Simplement, là, vous êtes optimiste parce que pour l'avoir expérimenté localement, même au niveau d'une ville de 80 000 habitants, en fait, les citoyens ne sont pas passionnés par la démocratie locale. Donc, en fait, Bien cette sûr. démocratie locale, qui est animée par les collectifs citoyens, elle sera surtout animée par des gens militants qui sont passionnés En par la fait, chose politique. c'est pas ça. La chose politique, c'est la chose publique, en fait. C'est ce que les gens ils ont perdu l'habitude de comprendre ce que c'était que la politique. En fait, Mm. la politique, c'est leur intérêt à eux. C'est l'intérêt général, mais l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. Eux, ils ont tellement l'habitude à être dépossédés de leur capacité décisionnelle par l'intermédiation des partis politiques que, effectivement, les gens se sont désinvestis Complètement. Mm. de la vraie Mm. politique. Mm. Mais comme aujourd'hui, le système dans lequel on est va devenir de plus en plus coercitif
je vais presque jusqu'à dire tortionnaires, parce qu'on a quand même vécu Oui, des le Covid nous donne un des grands avant-goût moments de... pendant le Oui. Covid, et ils ne pensent qu'à une chose, c'est à renouveler l'expérience. Donc, à partir du moment où tout ça va être montré au grand jour, va être battu en brèche, en fait, leur modèle le côté bénéfique de leur modèle était une apparence, va éclater. En fait, l'apparence ne sera plus possible. Donc, il va falloir qu'ils se réintéressent à leur propre intérêt s'ils veulent survivre. Et donc, ça va, naturellement, ça va réhabiliter la vraie politique, c'est-à-dire la capacité des gens à s'investir dans l'intérêt collectif. Bien. Alors, on perçoit, on est obligé je suis obligée de vous suivre au niveau accéléré. Donc, vous promouvez, donc vous éditez, je ne sais pas, une directive, un règlement, quelque chose pour organiser la vie municipale et la vie que nous dirions professionnelle autour de ces groupements d'intérêts. Et là, nous formons les réseaux citoyens, c'est-à-dire à la fois la politique proprement communale et puis la politique professionnelle, enfin, ou familiale, selon les appétences des citoyens pour l'un ou l'autre groupement d'intérêt. Est-ce que j'ai bien compris? Ah, Donc A et B. disons que chaque citoyen devra obligatoirement politiquement appartenir à un groupement d'intérêt, Ah, vous voyez quand même que vous imposez mais des choses. oui, évidemment, puisque c'est l'essence même de leur participation politique à la vie publique. Donc, D'accord, oui. c'est la raison d'être du renouveau de l'institution, ça. D'accord. Mais ça, c'est bien Et parce que c'était d'autre pas clair. part, ça ne les empêche pas de participer à la vie communale. Mm. Ils peuvent en plus appartenir à un collectif citoyen qui défend leurs droits dans la gestion de la commune. Ça, c'est pas antinomique. Ils peuvent appartenir aux deux. Mm. Néanmoins, ils ne peuvent pas appartenir à deux groupements d'intérêt. C'est forcément un. Et puis, au cours de leur vie, ils peuvent changer une ou deux fois ou trois fois grand maximum. Mais comme les groupements d'intérêt sont modélisés sur les corporations d'Ancien Régime, il faut bien comprendre que c'est très lourd. C'est une organisation très lourde, c'est-à-dire que ça prend en charge toutes les, toutes les contraintes sociales, enfin Mm. la sécurité sociale, ça prend en charge la formation, ça prend en Donc charge. l'orientation, le rattachement à un groupement d'intérêt est plutôt de nature professionnelle. C'est pas, par exemple, on peut pas, Oui, mais c'est de nature professionnelle, mais pas les professions telles qu'on les entend aujourd'hui, parce D'accord. que je bats en brèche le système capitaliste tel qu'il s'est imposé sur le modèle britannique en modifiant profondément ces rapports de force, en imposant la société en participation que j'ai appelée la nouvelle entreprise. Bon, C'est-à-dire qu'il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de code du ça travail et de code. c'est une émission complète, ma chère Valérie. Et là, si on rentre sur votre sujet qui est Voilà, ce que je la voulais dire par transparence là. de la composition des sociétés, on n'arrivera pas à la fin de votre Non, ce projet, que je mais veux ça dire fait une par émission. là, oui, ce que je veux dire par là, c'est que les groupements d'intérêt fonctionneront sur un mode, vous pouvez dire professionnel, mais ce n'est pas sur la profession telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, ça concerne toutes les activités humaines, y compris les activités morales et spirituelles, Mm. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça concerne également les activités publiques, civiles, civiques, de développement de la compétence du groupe, que ce soit la musique, le sport, Oui. l'enseignement Mm. aussi. Donc tout ça est reformulé en fait. Bah, vous êtes d'accord avec moi, pour le coup, groupement d'intérêt, je sens révéler des choses absolument confidentielles aux auditeurs. J'ai un groupement d'intérêt professionnel, j'ai un groupement d'intérêt religieux, et puis il y a peut-être des sujets de société. Et Par exemple, je fais regrouper. du sport, je suis dans une association sportive. Est-ce que, du coup, là, j'ai Non, non, bien non, trois non. groupements d'intérêt? Non, j'ai mal compris ce que ça voulait dire. Non, j'ai regroupé en fait Mm.
les différents groupements d'intérêts en 3 catégories. Une D'accord, première catégorie commerciale, une deuxième catégorie civique non commerciale et une d'accord. troisième catégorie spirituelle et morale. Hmm, Mais en fait, c'est simplement une façon de classifier hmm. pour identifier des choses qui sont à peu près similaires. Oui, mais comme vous avez Le dit qu'on commerce, a, on a droit qu'à une inscription dans un groupement d'intérêt, oui, mais c'est euh, pas parce qu'on est inscrit dans un seul groupement d'intérêt à titre politique qu'on ne peut pas d'accord, fréquenter d'autres groupements d'intérêt dans sa d'accord, vie. je comprends. Si vous, D'accord, je si vous comprends. êtes, par exemple, si vous êtes boulangère ou pâtissière, ça ne Hmm, vous empêche pas de faire le soir de la musique classique ou d'accord. Je de, fréquente les autres groupes, mais je ne suis pas adhérente. D'accord, et vous ne pouvez pas participer politiquement à leur d'accord, organisation. d'accord. Là, Vous cette êtes, fois, c'est vous êtes clair. cliente. Vous êtes cliente. Oui, Voilà. oui, je suis Dans, participante. dans un des groupements, vous êtes actif et dans les autres, vous êtes client. Voilà. Bon, alors pour que tout ceci fonctionne, parce qu'il y aura quand même des règles, tout n'est pas négociable en permanence, vous nous Et les règles, parlez elles sont à établir par les gens intéressés par les justement à groupements. s'inscrire. Oui, oui, Et oui. non pas venus tomber du ciel comme aujourd'hui, les lois sont élaborées par les lobbies. Vous voyez, Alors là, là, c'est vous les gens nous... eux-mêmes qui vont prendre en charge leurs propres décisions, leur propre vie. Et quand il y aura des problèmes, ce sera eux qui seront chargés aussi de les résoudre. D'accord, mais vous nous emmenez sur quelque chose d'assez angoissant parce que, en fait, moi, par exemple, je ne me sens pas capable d'élaborer du droit. Non, 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 mais Euh, alors c'est pas du droit, il faut bien différencier le droit des règles professionnelles. Justement, il y a des définitions là qui se sont perdues avec le temps et ce système politique déviant. Mais le problème, c'est que tout est du droit. À partir du moment où on doit vivre en collectivité, on doit établir des règles parce que sinon c'est invivable. Sinon c'est la jungle. Euh, et les règles, le mieux, les meilleures règles possibles doivent être établies par les gens qui qui sont sont concernés concernés. au sujet. D'accord. Voilà, et ils doivent se mettre d'accord d'un point de vue majoritaire. Évidemment, on ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord, mais si 80% des gens, 80%, admettons, Hum, des hum, boulangers sont d'accord pour supprimer 30% des capacités de gluten du blé qu'ils utilisent, eh hum. bien, dans ces cas-là, vous voyez, on aura voilà, dans le règlement intérieur de chaque groupement d'intérêt, de chaque corporation, Des il faudra préconisations. mettre Hum. un code de déontologie, un système de règlement des conflits le plus pacifique possible, un système de rémunération, comment ça se passe, Hum. le temps de travail, enfin voilà, tout est à élaborer en fait. C'est pas du droit ça, Un peu comme les ce sont des règles conventions, sociales. un peu comme les conventions collectives, en fait. Bah, absolument pas, parce que les conventions collectives s'inscrivent dans le cadre du système actuel, qui est un système fondé sur, d'une part, le capitalisme, les partis politiques et les syndicats. Hum. C'est en opposition, c'est un système qui met structurellement en opposition les salariés avec Avec enfin, les directeurs d'entreprise. alors que Hum. dans mon modèle, tout est beaucoup plus apaisé. Le modèle que je propose, justement, c'est l'apaisement des conflits. C'est Valérie, je vais vous voler quelques secondes parce que nous avons une annonce à faire pour Radio Courtoisie. Ça prend 20 secondes et je suis désolée, je vous coupe un petit peu. J'aimerais vous entendre sur le fameux gouvernement central. Donc, 20 secondes d'interruption et après, vous nous expliquez comment fonctionne votre gouvernement central. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je vous coupe, mais vous me promettez que vous reveniez 1 heure et demie pour qu'on puisse faire le tome 2 où on rentre un peu plus dans les détails. Comment fonctionne votre gouvernement central? Alors, question des auditeurs. Pouvez-vous nous dire de quelle forme de commerce vous parlez et ce que vous avez? Alors, je vous avoue que je ne comprends pas la question. Chers auditeurs, je garde vos questions et ça sera pour la prochaine émission avec Valérie. Je lui transmettrai et on les creusera. Est-ce que vous pouvez nous parler du gouvernement réformé que vous proposez? On a Oui, 10 minutes. tout à fait. Ben, le gouvernement reste bicéphale avec un gouvernement qui gère les affaires courantes et un chef d'État qui est le garant de l'intérêt général, sur le modèle historique français, hein. Mhm. Donc, garant de l'intérêt général, ça veut dire il est le représentant de la France auprès des puissances étrangères. Il est aussi un arbitre
en cas de divergence, de grosses divergences dans les institutions elles-mêmes. Donc ça, c'est le chef d'État. Donc le chef d'État, je l'appelle chef d'État, il peut prendre n'importe quel nom, mais au fond, il a ces deux fonctions-là. Quant au gouvernement, bah, le gouvernement, lui, il est composé. Alors le chef d'État, il travaille avec des secrétaires d'État, donc 5 secrétaires d'État, Un peu et comme des ministres. le gouvernement, lui, a des ministres, est composé D'accord. de ministres, et il y a effectivement 5 ministres qui composent le gouvernement. Il y a le Ah, et vous ministre. distinguez la secrétaire d'État et les ministres. Ah oui, absolument. Ah, Parce que ça, la c'est secrétaire intéressant. d'État, en Oui. fait, les secrétaires d'État sont nommés par le président de la République Mm. pour le seconder dans ses fonctions de représentation et d'arbitre. Et en fait, il est le personnage qui met l'huile dans les rouages institutionnels et qui doit vérifier que les institutions fonctionnent bien, qu'elles ne sont pas détournées, etc. Donc ça, c'est le rôle du chef de l'État. C'est très lourd. Il ne peut pas faire ça tout seul. Il a Mm. forcément un Des cabinet experts, oui, qui et, l'accompagnent. Mm. et dans ce cabinet qu'il doit choisir lui-même et dont il est responsable des membres, je les appelle les secrétariats d'État, Mhm. secrétaires d'État. Quant au gouvernement, lui, c'est différent, ce sont des ministères, ce sont des ministres qui sont d'ailleurs élus au suffrage universel, exactement comme le chef d'État, non pas sur propagande et sur blabla électoralisme, mais sur pièces, c'est-à-dire en fonction des compétences qu'ils ont déjà démontrées et qui permettent de montrer que les personnes en question seront potentiellement capables de remplir la tâche qui est impartie à la fonction de ministre. Donc, vous prônez la sélection des candidats pour l'élection législative en fonction de leur CV. Mais qui fera cette sélection? Et bien justement, les groupements d'intérêt qui sont chargés de D'accord. proposer des candidats avec un CV adapté. Et sur ces propositions-là, il y aura un suffrage universel. Les citoyens seront chargés de désigner. euh, D'ailleurs, il y a une proposition par type de grand groupement d'intérêt. Donc, c'est pas une proposition, mais c'est 3 propositions parallèles. Chacun des grands groupements d'intérêt élabore fait ses propres propositions avec adossées à des pièces, quoi, des faits tangibles. Les gens ne sont pas proposés sur leur bonne ligne ou leur blabla électoral comme aujourd'hui. Est-ce que Donc c'est vrai pour les ministres et c'est vrai pour le chef d'État. vous ne craignez pas de... Comment vous faites pour contrôler les dérives? Parce que, par exemple, les groupements d'intérêt, ça pourrait s'apparenter à des groupes d'influence. Et donc, si un métier ou un groupement d'intérêt représente un poids économique important ou un volume important de personnes, un groupement d'intérêt, il développe pas il cherche pas le bien commun, il cherche le bien des gens qui Oui, oui, appartiennent à son son groupe. intérêt. Absolument, absolument, c'est un intérêt corporatif. Oui, Mm, oui, mm. absolument. Donc, comment Ça, vous faites? c'est un peu le point faible, mais là, cette question, elle est très intéressante et je vous remercie beaucoup de l'avoir posée parce que c'est un point essentiel. C'est qu'il va falloir vérifier au moment de la composition que les groupements d'intérêt ne soient pas trop importants, trop gros individuellement, pour ne pas avoir capté un poids trop important de la société. Et c'est pour D'accord. ça, plus il y aura de groupements d'intérêt, on pourra faire des unions de groupements d'intérêt, mais plus il y aura de groupements d'intérêt différents, et mieux les institutions fonctionneront. Et qui Donc l'idée, c'est veillera en fait, à ah ben ça surveiller? c'est au moment de la composition, c'est pas un exercice facile et là je dois dire que j'ai pas vraiment Vous de n'avez pas réponse. creusé, d'accord, encore. Bah, c'est pas grave, hein, Ah, j'ai pas non, si si, enfin c'est pas que j'ai pas creusé, j'ai certaines idées déjà, Hum, hum, mais hum, je dirais que s'il n'y a que l'expérience qui montrera que ces idées se réaliseront ou pas. Je peux moi hum, hum. imaginer que le danger sera à un certain endroit, alors qu'en fait il s'avérera être tout à fait ailleurs. Et je Ouais. dirais que c'est uniquement au moment de l'expérience qu'on peut essayer de corriger et qu'on pourra justement essayer de retrouver un équilibre parce que c'est fonctionnellement, cette réforme, elle est fondée sur l'équilibre. Donc à partir du moment où cet équilibre est rompu, la réforme n'est déjà plus respectée.
elle est déjà dévoyée. Donc, c'est au moment de la création de tous ces groupements d'intérêt qu'il faudra veiller justement à ce que tout ça fonctionne bien. Et ça sera notamment le rôle du premier président élu de veiller à ça. Mm. Bah, de toute Donc, façon, c'est mais rien n'est facile. Mm. Alors, je ne prétends pas Non, donner mais le bonheur sur terre. j'ai bien compris L'histoire des sociétés, c'est l'histoire des rapports de force, de toute Oui, façon. Et oui, ça, mais on ne peut pas les éradiquer, ces rapports de force. j'insiste auprès des auditeurs de Radio Courtoisie. Certains sont un peu frustrés parce qu'ils trouvent que nous ne sommes pas allés suffisamment dans le pratico-pratique. Mais vous voyez déjà à travers les 40 minutes où Valérie Bugeaud nous a exposé deux petits points de son programme, hein, la politique locale et le gouvernement, à la fois c'est pratico-pratique et ces solutions s'appuient sur des études et des recherches qu'elle a fait en droit, mais qui viennent s'entrechoquer avec les grilles de lecture que nous avons. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile. Et quand je vous interroge, Valérie, c'est en toute ignorance revendiquée, c'est-à-dire que vous avez des propositions de modèles et après, effectivement, il y a la vie commune que nous connaissons, la vie politique. Mais je pense que plus votre projet sera mis en lumière et plus les critiques vous permettront d'affiner justement et de permettre d'avoir quelque chose de réalisable, des propositions qui soient réalisables et faciles à prendre en main rapidement. Parce que, en fait, c'est l'indécision qui est source de souffrance pour la population. C'est l'indécision. Oui, tout à fait. J'insiste sur une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que tous les mandats dans ce renouveau institutionnel seront des mandats impératifs. C'est-à-dire, quand on dit mandat impératif, on dit révocable par ceux qui les ont, par les mandants. Les mandants peuvent révoquer les mandataires si ceux-ci n'ont pas respecté la lettre et l'esprit de leur mandat. Donc, ce que vous dites est vrai, mais on ne peut pas anticiper toute la variété des situations qui vont se présenter. C'est sûr. Et on ne peut pas, il est impossible, en plus nous sommes dans une période de renouvellement conceptuel majeur, hein, parce qu'il y a il y a un choc scientifique qui est en cours, qui fait qu'on ne peut pas anticiper ce que sera la société de demain. Et les groupements d'intérêt, ils vont évoluer. Certains, c'est comme les sociétés commerciales, certaines sont très grosses et puis elles disparaissent, et puis il y en a d'autres qui se créent. Les groupements d'intérêt, ils ne sont pas immuables. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont paraître très gros au départ, et puis 50 ans après seront finalement disparu, oui. se seront affaiblis, et puis d'autres qui naîtront et qui deviendront tout de suite très gros, et puis qui disparaîtront à leur tour. Enfin, vous voyez, en fait, tout ce qui vit n'est pas figé. Donc, on ne peut pas. La seule chose qu'il faille garder en tête, c'est que il faut qu'il existe suffisamment de groupements d'intérêt pour que suffisamment d'intérêts soient politiquement représentés, ces intérêts se heurtant nécessairement les uns aux autres. Et garantir, en fait, par la diversité, les économistes vous diraient la concurrence des intérêts, une forme d'équilibre et de vivacité de notre démocratie. Absolument. Vitalité. Il nous reste 5 minutes. Je vais vous les laisser pour conclure. Donc, je rappelle aux auditeurs que nous nous sommes promis, donc, sans doute au cours du premier trimestre, d'ici décembre, ils auront la joie de vous entendre. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions via le site de la radio. Les techniciens me les feront suivre et ça m'aidera à préparer la prochaine émission avec Valérie Bugeaud. Donc, il faut lire d'ici là pour poser de bonnes questions. La véritable alternative au Great Reset vers un renouveau de l'État avec Révolu Droit, donc de Valérie Bugeaud. J'appelle votre nom Bugault, paru aux éditions Sigest. Est-ce que en quelques minutes, vous avez des choses à dire à nos éditeurs? Voilà, une mini conclusion en attendant de se revoir d'ici 2 mois. Non, simplement la petite chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que notre schéma institutionnel actuel est d'abord évidemment obsolète. Ça, je pense que ça va devenir de plus en plus évident. Mais je voulais aussi insister sur le fait que ce que les gens appellent les départements n'ont plus de raison d'être, parce que les départements ont été institués à une époque où nous nous déplacions à cheval. Et que l'objectif des départements, c'était de pouvoir passer d'un chef-lieu de département à un autre à moins de 24 heures de cheval. En une journée. Les départements, dans le contexte d'Internet aujourd'hui,
n'a plus de raison d'être, cette distinction géographique, cette C'est un débat, collectivité ça. C'est un débat géographique. politique. Non, c'est pas un débat politique, c'est un débat technique dans la mesure où ils sont nés comme étant une nécessité technique. Et aujourd'hui, cette nécessité technique, ça devient incantatoire. On est attaché au son. Non, il faut réhabiliter les communes, réhabiliter la région, et avec l'État national, ça suffira. On aura Oui, 3 vous êtes échelons. pour 3 strates. Oui, Ça 3 strates. suffira très largement pour l'administration correcte du pays. On n'a pas besoin de multiplier les strates administratives qui ne font que générer des lourdeurs, des chapelles et une incapacité au groupe à fonctionner de façon fluide. Et des impôts, mais ça, on en parlera en seconde partie avec Christophe Moreau. Est-ce que vous avez tous les deux, Christophe et François, il nous reste 2 minutes, une toute petite remarque, 1 minute chacun, 2 minutes, non, c'est bon. Ah, François a une remarque. 2 minutes, François. 2 minutes, je serai très bref, Madame Bugot. Alors, moi, c'est assez simple. C'est que pour que les gens puissent adhérer à votre schéma, à votre projet, devrais-je dire, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà, sans mauvais jeu de mots, évangéliser les gens Attention. À la doctrine sociale de l'Église, qui est important quand même pour avoir une boussole et avoir un certain nombre de repères, puisque quand on voit dans les partis politiques, il n'y a que très peu de personnes qui savent de quoi ils parlent quand on parle de la doctrine sociale de l'Église. Alors Valérie, 1 minute. Ma pour réponse, répondre. c'est que la connaissance approfondie de la doctrine sociale de l'Église sera certes un plus pour comprendre rapidement les enjeux. Les enjeux de mon renouveau institutionnel, mais il n'est absolument pas indispensable de maîtriser la doctrine sociale de l'Église sur le bout des doigts pour comprendre la façon dont l'État peut être renouvelé. C'est effectivement non. ce qui est plaisant Là, dans votre ça travail. risque de bah oui, ça risque de nous envoyer dans des considérations. Débats microcoliniens. Bah oui, non, et puis en plus, ça va beaucoup, disons que ça va créer des tensions là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Ça écarte Et d'office une partie en plus, la doctrine sociale de l'Église a quand même un peu évolué. Aujourd'hui, dans la pratique, on ne peut pas dire qu'elle soit tellement suivie par l'Église catholique. Donc, si il nous vous voulez, reste 30 secondes. Là, je ne pense pas que ce débat soit de bonne aloi. De bonne aloi. Bon, donc nous restons là-dessus, se concentrer sur le livre de Valérie Bugot. Chers auditeurs, Valérie, un grand merci à dans 2 mois. On retrouve les auditeurs dans 5 minutes pour la seconde partie. Merci Valérie pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Merci beaucoup Anne-Laure de m'avoir invitée.